Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la CPME 73 et la CPME 74 pour vous fêter les bons vœux 2022 avec un invité exceptionnel aujourd'hui, notre président national François Asselin, que je salue. Bonsoir François. Eh bien, bonsoir Laurent, bonsoir Patrick, bonsoir Pascal. Très heureux d'être avec vous. Je regrette bien évidemment de ne pas être là physiquement, mais écoutez, voilà, la technique fait que, eh bien, on va pouvoir quand même échanger. La liaison est bonne pour l'instant, pourvu que ça dure. Alors on va bien sûr parler de l'économie, on va bien sûr parler des perspectives. À mes côtés, vous l'avez dit François, nous avons les deux présidents Savoie et Haute-Savoie. Patrick Riquero, bonsoir. Bonsoir Laurent, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, bien entendu. Évidemment, on aurait souhaité le faire en présentiel, puisque d'autre part, c'est la deuxième année qu'on décale. L'année dernière, c'était le 14 janvier. Là, on aurait dû se rencontrer le 27 janvier. On avait décalé l'année dernière au 7 octobre. Mais on a voulu anticiper un petit peu cette année dans ce cadre en visio, qui est quand même beaucoup mieux que rien dans ce magnifique studio, Laurent. Donc, je te remercie vivement. Très heureux, bien entendu, d'avoir notre président national qui nous fait l'honneur d'avoir pu prendre du temps à son temps, parce que je sais qu'il est très pris. Et effectivement, je m'adresse à l'ensemble des adhérents Savoie, mais aussi aux Savoyards, pour leur présenter tous mes vœux, tant en mon nom personnel qu'au nom du conseil d'administration et de nos trois permanents, Marie-Laure, Mélanie et Stéphane, pour leur souhaiter, peut-être un peu banal, mais la meilleure santé possible pour eux, leurs proches, et aussi une meilleure santé dans leur entreprise. En tout état de cause, la CPME, comme elle l'a fait depuis tout temps, elle sera toujours à leur côté, d'être force de proposition, et de défendre leurs intérêts avec véhémence, comme elle le fait au niveau départemental, au niveau régional. Et la présence aussi du président national témoigne aussi d'une implication nationale de tout temps, de tous les instants, qui nous est vraiment très agréable et d'un soutien permanent qui nous donne quelquefois, dans des moments difficiles, un peu de baume au cœur. Donc, merci beaucoup François, et je suis très honoré de ta présence, par visio interposée, bien entendu. Alors, il faut le dire pour ceux qui nous regardent sur Internet, puisque nous sommes aussi sur le réseau Savoie News, qu'habituellement, la CPME 73 côtoie la CPME 74 à longueur d'année, et particulièrement durant les vœux, où il y a justement un événement en commun. D'où la présence ce soir de Pascal Ray, le président du 74. Comment ça va, Pascal? Eh bien, ça va très bien. Bonsoir, Laurent. Très heureux d'être ici parmi vous ce soir. Mais merci de l'invitation. C'est vrai que 73, 74, je le dis souvent et régulièrement, nous sommes cousins germains dans tous les cas de figure. Je sais qu'il y a certaines personnes qui souhaitent nous opposer, mais nous, on était vraiment de tout cœur ensemble. Alors, bien évidemment, je souhaite à la Savoie, à la Haute-Savoie, aux chefs d'entreprise, aux collaborateurs de la CPME, bien évidemment, et tous nos adhérents, une très belle année, quoi qu'il en soit, pour être ouverts. Et bien évidemment, je remercie François Asselin d'être parmi nous et à nos côtés. Alors, je voudrais délivrer un message de solidarité, pour qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse être à nos côtés, tous ensemble, pour pouvoir pousser les choses. Patrick, vous vouliez rebondir ? Oui, simplement pour l'historique, c'est parfait qu'on soit ici aujourd'hui, la Savoie, la Haute-Savoie, et notre président François Asselin, puisque la première fois où on s'était réunis, c'est justement à l'occasion de la venue de François Asselin, c'est le 24 janvier 2017, il y avait un petit souci de train, d'ailleurs, il fallait meubler, voilà. Et depuis, donc, j'avais pris l'initiative d'inviter la Haute-Savoie. Effectivement, depuis cette date-là, nous réalisons les vœux en alternance, voilà. Alors, en clin d'œil, François, nous sommes à Albertville et nous allons fêter dans quelques jours les 30 ans des Jeux 92. Vous voyez, c'est une symbolique. Oui. Donc, on a vraiment cet esprit olympique. Allez, on va attaquer cette émission parce que l'idée, c'est de donner des informations, donner une visibilité à l'ensemble des entrepreneurs, PME, TPE, pour cette année 2022. On vient de vivre 18 mois compliqués, avec des hauts, avec des bas, et surtout avec la foi, j'allais dire, François Asselin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, un point à date ? Quand on est chef d'entreprise, aujourd'hui, il faut quand même être costaud. Certes,
la France a pris soin de ses enfants, comme je dis souvent, c'est-à-dire qu'elle a su préserver les salariés, elle a su préserver les entreprises et même les entrepreneurs. Et d'ailleurs, que l'on soit retraité, que l'on soit salarié du secteur marchand ou fonctionnaire, même demandeur d'emploi, l'économie s'est arrêtée et à la fin du mois, les revenus ont continué à tomber. Donc, on a quand même quelque part la chance d'être français dans cette période. Pour autant, eh bien, on sait que les difficultés, elles sont devant nous. Alors, on a finalement la chance d'avoir beaucoup d'activités globalement, hein, globalement, je dis bien globalement, parce que certains secteurs sont quand même impactés sur l'activité. Je pense entre autres à l'hôtellerie-restauration. On voit très bien que les clients ne reviennent pas tous en masse dans certaines régions. On voit très bien que la période des soldes, pour l'instant, ne fonctionne pas très bien. Hein. Mais pour autant, globalement, il y a de l'activité dans le pays. Et en même temps, on a vécu et on continue à vivre une pénurie importante de main-d'œuvre, hein, donc une pression importante sur les chefs d'entreprise eux-mêmes et sur leurs équipes. On a vu augmenter, et ça finalement c'était inattendu, mais tout ce qui concerne le coût de nos achats, les matières premières, hein, une grande perturbation de tous les moyens de communication, surtout si on fait de l'import-export, hein, avec un impact important là aussi sur les coûts de transport, ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, l'entrepreneur doit être sacrément solide pour supporter toute cette pression avec l'augmentation des coûts, des salariés qui attendent de grosses augmentations, alors que beaucoup d'entre nous ont déjà anticipé, tout simplement pour éviter de perdre leur personnel et continuer à le fidéliser. Hein. Et puis, une clientèle sur laquelle il n'est pas toujours évident de répercuter toutes ces augmentations de charges, que ce soit à travers nos achats généraux ou à travers les salaires que nous avons et que nous sommes en train d'augmenter. Donc, pendant ce temps-là, on rogne sur la marge, il y a de l'activité, mais vous savez, la vérité d'une entreprise, c'est qu'il faut équilibrer recettes et dépenses. Alors, sur cet état de crise, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Il y a eu des aides de l'État, certains en ont bénéficié, d'autres sont passés à côté. Il n'y a pas une forme d'injustice là-dessus ? Alors, vous savez, ceux qui ont pu en bénéficier, c'était les secteurs S1 et S1 bis, à savoir ceux qui étaient victimes d'une fermeture administrative. Et là, il est bien normal, si on vous empêche de travailler, qu'économiquement, on vous évite de sombrer. Hein. Pour les autres, qui restent ouverts, et finalement c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce qu'en dehors des boîtes de nuit qui restent fermées, eh bien pour le reste, tout le monde peut travailler. Ben oui, mais c'est les clients qui nous font vivre. Et si vous n'avez pas les clients qui viennent dans l'entreprise et que votre chiffre d'affaires ne couvre pas vos dépenses, eh bien là, ça devient très compliqué, et les aides, bien évidemment, ne sont plus là. Alors lorsque on déclenche le niveau des aides à partir de 50% de perte d'activité, nous militons pour qu'on remonte la jauge à 30%, parce que vous savez, une entreprise, quand déjà elle commence à perdre 30% de chiffre d'affaires, si elle reste en vie, c'est déjà sacrément costaud. Hein. Il faut, entre guillemets, être sacrément solide pour arriver à rester en vie avec une chute d'activité de l'ordre de 30%. Hein. Donc aujourd'hui, effectivement, nous ne demandons pas à ce qu'on réouvre massivement les mesures d'aide, mais qu'on regarde avec beaucoup plus de finesse les entreprises qui, aujourd'hui, n'ont pas l'activité nécessaire pour couvrir tout simplement leurs dépenses. C'est important parce qu'il serait quand même dommage que tous les efforts consentis pour permettre aux entreprises de rebondir s'arrêtent finalement au plus mauvais moment. Il reste encore quelques semaines, hein, peut-être même quelques jours. Ces jours sont primordiaux. Il faut que nous soyons entendus par les pouvoirs publics pour, bien évidemment, permettre au plus grand nombre de pouvoir rebondir. Autre question, le quotidien des entreprises, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu cette période Covid avec quand même plusieurs phases. Tout d'un coup, on se retrouve sans travail, après on se retrouve avec un surplus de travail, on a des problèmes d'approvisionnement, très clairement pour gérer les équipes, pour donc fidéliser les employés, ça devient aussi très complexe. Oui, vous savez, quand on entend que les Français sont fatigués par tout cela, le premier d'entre eux qui est fatigué, c'est souvent leur employeur, parce que lui, il n'a pas le choix. Hein. Covid ou pas Covid, il faut faire tourner la boutique. Et généralement, les difficultés sont inversement proportionnelles au nombre de salariés. C'est-à-dire que lorsque vous avez 3 salariés en moins sur un effectif de 10, c'est 30% des effectifs. C'est tout bête ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Et avec ça, l'entrepreneur, il doit se débrouiller.
Et là, on est d'accord qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont obligées de fermer. Vous parliez des restaurants, et des restaurants qui sont fermés le soir parce qu'il n'y a plus personne. Le Covid s'est multiplié, même s'il est un peu moins grave, d'après ce qu'on dit au niveau médical. C'est très complexe pour justement la stabilité. C'est très complexe. Et d'ailleurs, je ferai une petite remarque, c'est bizarre quand même que beaucoup de chefs d'entreprise patrimoniaux, les indépendants, bizarrement, ils sont moins victimes du Covid que les autres. C'est-à-dire qu'ils restent au boulot. Mais ils n'ont pas le choix. J'aimerais rebondir avec nos deux départements. On va commencer peut-être, Pascal, avec la Haute-Savoie. Quelle est ta vision, votre vision, pardon, de cette situation ? La situation, c'est vrai que François l'a bien résumé déjà au niveau national. Nous, au niveau local, les carnets de commandes sont corrects, restent corrects. La problématique, c'est le coût des matières premières, première des choses. L'industrie se porte pas trop mal non plus. Cependant, c'est la problématique diesel aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au niveau de la construction et des pièces, on est bien moins productif au niveau de la partie électrique. Et sur cette partie électrique, on perd des parts de marché. L'aéronautique n'est pas en reste non plus. C'est vrai, quand on regarde le positionnement, on descend pas mal. Donc c'est cette problématique-là, et d'autant plus le télétravail. Donc on n'y est pas contre, on n'y est pas opposé, bien évidemment. Mais en termes d'organisation, c'est pas si évident que ça. Et François l'a dit tout à l'heure, je rajouterais, c'est l'effet qui se coule. Et puis tous les métiers ne s'y prêtent pas. Tous les métiers ne s'y prêtent pas non plus, bien évidemment. Tout ce qui est production, il faut bien qu'il y ait les personnes qui soient là sur place. Mais l'effet qui se coule, c'est que le chef d'entreprise, il ne peut pas être en burn-out, il n'a pas le droit de s'arrêter et il n'a pas le choix. Mais on le prend déjà à titre personnel et à titre professionnel. Donc c'est l'effet qui se coule. C'est vrai que des fois, il faut avoir les épaules un petit peu larges pour arriver à prendre et à incuber tout l'ensemble. Alors bien évidemment, c'est les manques de personnel. Avec les cas Covid, les cas contacts, il y a des cas partout. La problématique, c'est que ça endommage au niveau de la productivité aussi. Et malheureusement, il y a des carnets de commandes qui se dilapident indirectement à cause de ces effets-là. On en est tous victimes, on est bien d'accord. Et sur les approvisionnements, c'est exactement la même manière. Sur les approvisionnements, moi j'ai une entreprise informatique, on se trouve dans le même cas de figure. On a des annulations de commandes puisqu'il faut attendre 2 mois, 3 mois pour avoir certaines pièces ou certains matériaux. Et c'est une vraie problématique quand même à quelque part. On a eu ce focus avec la Haute-Savoie, on revient sur la Savoie. Alors la Savoie, on peut penser montagne, en Haute-Savoie aussi d'ailleurs, mais le milieu de la montagne a dû vivre avec la situation. Ça n'a pas toujours été très simple. Alors, c'est quand même hétérogène, vous savez, Laurent. Donc la spécificité de la Savoie, c'est l'industrie de la neige, qui représente 51% PIB à plus de 2000 mètres. Donc cette année, par rapport à l'année dernière, les remontées sont ouvertes. L'enneigement est conséquent. Les Anglais peuvent revenir, donc on a l'impression que tout est bien dans le meilleur des mondes, comme disait Voltaire. Et ça s'inscrit aussi dans la vision globale nationale. Je lisais dans un article, un tirage national il y a un mois, où finalement on disait les PME ont de la trésorerie, elles ont un carnet de commandes soutenu, il n'y a pas de dépôt de bilan. Donc effectivement, si on regarde uniquement par ce prisme-là, on pourrait dire tout est bien. Si on regarde un peu de plus près, c'est le cas en Savoie, mais c'est le cas au niveau national, la trésorerie, et là il faut rendre hommage, bien entendu, à l'ensemble de nos gouvernants, qui soient au gouvernement par le PGE, par la région avec le prêt rebond, le fonds de solidarité, par le conseil départemental, par les maires, qui ont fait le maximum possible, bien plus que dans les autres pays voisins, il faut bien le dire, pour aider les entreprises à donner de l'oxygène pour passer ce gué. Mais ça s'est quand même empiré, le doute, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est aujourd'hui entre doute et espoir, et le doute s'est inscrit depuis septembre avec, tu l'as rappelé Pascal, François Asselin l'a rappelé à bon escient tout à l'heure, avec l'envolée des matières premières, avec l'énergie aussi. On parle souvent de donner une prime au bas salaire, mais vous savez, l'artisan qui va faire le plein avec son fourgon, il va à la même station essence que le citoyen lambda. Lui, il va tous les 2 jours. Et quand vous avez, je ne parle pas d'un camion, un camion c'est 300 litres de gasoil, vous ne faites pas la semaine avec. Donc là, ça va raboter fortement nos marges. Donc si on anticipe un petit peu, là aussi on a le doute. C'est dommage, je dirais, on risque
c'est pas un procès d'impréhension, la guerre des personnes, mais on risque vraiment de perdre tout crédit qui a été fait depuis le 20 mai de 2020. Voilà. Alors que faire? Surtout que l'inflation est là, elle est en train de monter en puissance, on le voit avec le gazole et l'essence. Vous voyez quelle perspective pour les mois à venir, François? Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est que globalement, il y a de l'activité. Donc, de toute façon, on le sait bien, nous, chez l'entreprise, on ne peut s'en sortir que par le travail. Ensuite, la sinistralité, Patrick l'a évoqué. Quand tout allait bien en 2019, en France, il y avait 51 000 défaillances d'entreprises par an. L'économie s'arrête, il y en a 28 000. Donc on est dans une situation complètement paradoxale et anormale. Donc la sinistralité, malheureusement, va la voir augmenter. Si sur 12 mois glissants, on se retrouve autour de 50 000 défaillances d'entreprises par an, quand on regarde le choc que nous avons traversé, finalement, ça sera un sacré exploit. Et en disant cela, je suis tout à fait conscient qu'il y a des histoires personnelles de femmes et d'hommes courage qui, eux, risquent de mettre un pied à terre. Donc, eux, il faut absolument, à titre personnel, les accompagner. C'était tout le combat de la CPME au niveau national par rapport au projet de loi pour les indépendants. Le permettre, à titre personnel, de rebondir s'ils déposaient le bilan. Pour le reste, eh bien, on va se confronter à des remboursements de dettes, puisque les 3/4, sinon les 4/5 des mesures de soutien des entreprises, finalement, c'était de la dette. Soit des reports de dettes sociales et fiscales qu'il faut maintenant rembourser, ou d'emprunts que nous remboursons maintenant, soit ces fameux PGE, prêts garantis par l'État, qu'il faut dorénavant rembourser. Et l'on s'aperçoit, d'une façon, on va dire, très basique, que lorsque vous prenez votre prêt garanti par l'État et que vous le divisez par 48 mois, puisque maintenant il s'étale sur 4 ans, eh bien pour certaines entreprises, les échéances, elles sont trop importantes par rapport à l'activité qu'elles peuvent espérer. Donc il nous faut des mesures d'étalement de ces dettes spécifiques pour les entreprises qui vont avoir des difficultés à étaler sur 4 ans le remboursement du prêt garanti par l'État. Ça a été tout le fruit du combat de la CPME pour obtenir l'étalement du PGE. Alors, on a une bonne nouvelle, c'est qu'au départ, le gouvernement ne voulait le faire que pour les PGE plafonnés à 50 000 euros. Aujourd'hui, les PGE, quel que soit leur montant, eh bien, pourront être étalés. La moins bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où vous voudrez étaler le prêt garanti par l'État au-delà des 2 ans de franchise plus 4 ans de remboursement, eh bien, c'est l'ensemble des dettes de l'entreprise qui doivent être étalées. C'est-à-dire que les remboursements d'emprunts, en dehors du prêt garanti par l'État, devront avoir le même étalement que le PGE. Et là, d'un seul coup, eh bien, l'entreprise sera mise en défaut par la Banque de France. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pendant 1 an, elle sera sous surveillance. Ça veut dire qu'elle perdra la confiance des assureurs crédits. Elle va devoir très certainement se retourner vers le fournisseur de façon individuelle pour qu'ils acceptent du crédit fournisseur, ou alors ça sera payé, la marchandise, comme on dit, au cul du camion. Ça veut dire que les refinancements seront compliqués. Donc nous, ce que nous craignons, c'est que le remède, finalement, ne guérisse pas le malade. Donc ça, c'est une difficulté que nous avons devant nous. Pour autant, ça permet quand même à l'entreprise qui est dans cette situation d'éviter d'aller directement au tribunal de commerce à travers ce qu'on appelle une procédure ad hoc. Et là, bien évidemment, c'est quand même beaucoup plus compliqué, même à titre, on va dire, psychologique pour le chef d'entreprise. Donc on a quand même un outil supplémentaire de pouvoir étaler le PGE, mais malheureusement, ça ne résoudra pas tous les problèmes. Toujours est-il que ce que nous espérons, c'est que la croissance, l'activité, elle reste dynamique, elle le sera sur 2022, mais il va falloir qu'elle le soit au moins sur 4 ans. Parce que l'ensemble de nos dettes, elles sont surtout focalisées sur les 4 à 5 prochaines années. Voilà. Espérons, quel que soit l'exécutif qui demain sera aux manettes de la France, qu'il continuera cet exécutif à faire en sorte de continuer à développer la croissance. On ne s'en sortira, je vous le disais,
que par le travail, et le travail, c'est de la croissance. On rentre dans une course en avant, finalement. Ce n'est pas une course en avant, mais c'est avant tout cibler tout ce qui va faire en sorte de mesures qui donneront de l'activité au plus grand nombre, tous secteurs confondus. Patrick Riquero, vous voulez rebondir ? Oui, je confirme tout à fait. La CPME a été très véhémente pour prolonger le remboursement du PGE, tout simplement parce que les premières échéances vont arriver au mois de mars, donc c'est-à-dire demain matin. La Savoie a été très demanderesse, puisqu'il y a 1 milliard d'euros qui ont été versés au titre des PGE. Vous pensez bien que les entreprises n'ont pas eu le temps et la capacité de se refaire une trésorerie pour rembourser ces prêts qui sont des prêts d'endettement. C'est historique, on n'a jamais vu cela. Donc effectivement, il est important, opportun, impérieux que ces prêts se traduisent non pas sur 6 ans, mais au moins sur 10 ans. Mais on ne peut pas accepter de passer par la médiation des crédits, parce que là, la médiation des crédits, ces entreprises qui sont pratiquement en dépôt de bilan. C'est pas ça. Ce sont des entreprises qui ont besoin d'oxygène pour passer un peu le cap difficile. Je ferai une parenthèse aussi. Il y a une nouvelle cotation de la Banque de France qui est applicable à partir du 8 janvier, où avant on avait 13 critères, aujourd'hui on en a 22. Donc c'est bien, c'est tant mieux, c'est une analyse beaucoup plus fine des entreprises pour savoir si c'est un passage difficile ou si elles ne sont pas viables du tout. Donc il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire que les entreprises qui demandent un échelonnement sur 10 ans, c'est au même titre qu'un prêt standard, et non pas qu'elles sont en grande difficulté financière. On a une question en direct pour vous, François. Sur quelle inflation tabler en 2022 et donc quelle revalorisation peut-on attendre au niveau des salaires compensés ? Vous n'êtes pas Madame Irma, mais quand même... Je ne suis pas Madame Irma, mais je vais jouer au Madame Irma. Mais il ne faudra pas m'en vouloir si je me trompe du coup. En 2021, on sait déjà que l'inflation va s'établir à 2,8%, ce qui est important. 2022, quand on regarde un petit peu les prévisions des économistes aujourd'hui, ils disent aller du 2,7%, 2,6%. Nous, ce que nous pensons à la CPME, c'est que ça risque d'être au-delà, de 2,7 à 2,8%. Je pense qu'on risque de franchir la barre des 3% d'inflation sur l'exercice 2022. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce qu'on constate, c'est que la pression sur nos achats ne diminue pas. C'est-à-dire que là, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une forme de cloche et que ça retombe parce que la demande était très dynamique. On a eu effectivement cette remontée, mais là, on est sur un plateau qui n'en finit pas de légèrement progresser. Donc ça veut dire que la pression inflationniste n'a pas pour l'instant baissé. Deuxièmement, on voit bien que le prix de l'énergie, qui là, et on va dire un phénomène mondial, on voit bien qu'à court terme, on n'a pas d'horizon déflationniste rapide sur le coût de l'énergie, que ce soit sur les énergies fossiles ou sur l'électricité d'ailleurs, qui est une conséquence des énergies fossiles pour certaines sources d'approvisionnement, de production. Donc, il faut s'attendre à ce que l'inflation tutoie, voire dépasse les 3% en 2022. Maintenant, est-ce grave, docteur ? C'est pas grave si on ne s'inscrit pas dans un cercle vicieux, à savoir, comme on a pu connaître pour les plus jeunes d'entre nous, augmentation des salaires, augmentation des prix, augmentation des salaires, augmentation des prix, et là on n'arrive plus à s'en sortir. Pour l'instant, on ne voit pas pointer ce scénario, mais ça veut dire qu'il y a un mais, ça veut dire que l'État ne pourra pas sans arrêt faire des chèques inflation pour colmater telle ou telle brèche. Il le fait en ce moment parce qu'on a tous compris, dans quelques semaines, il y a les élections présidentielles. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut demander non plus aux entreprises de sans arrêt d'augmenter les salaires pour aller colmater telle ou telle situation. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a fait autrefois lorsqu'on vivait ces moments-là ? Eh bien, on faisait attention tout simplement à nos dépenses. C'était la chasse au gaspillage, c'était de faire en sorte de se concentrer sur ce qui était le plus important. Et parfois, je dois le dire,
les dépenses accessoires, eh bien, on les remettait à plus loin, tout simplement parce qu'il fallait un petit peu faire attention à l'équilibre, à titre personnel, des dépenses et des recettes. Voilà. Alors, augmentation de l'inflation, augmentation des salaires et au niveau des charges. Alors, au niveau des charges, on a en France, il y a eu des efforts de fait quand même par le gouvernement. Il faut là aussi savoir avoir une certaine reconnaissance, puisque, et je tiens à le souligner, hein, ça faisait longtemps que sur 5 ans, on n'a pas connu un pas en avant, 2 pas en arrière sur la partie fiscale. Hein. Là, le gouvernement a tenu la trajectoire. On aurait pu aimer l'avoir plus rapide, mais de baisse de l'IS, de l'impôt sur les sociétés. Elle a maintenu la trajectoire de baisse des impôts directs, 2 fois 10 milliards sur l'année dernière et cette année. Hein. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que le gouvernement a tenu ses promesses. Mais, il y a un mais, c'est que lorsque malheureusement on se compare par rapport aux autres pays, ne serait-ce qu'européens, on peut même élargir au-delà, eh bien, nous sommes toujours le champion d'Europe. On se partage souvent la première place avec le Danemark en pression fiscale sur les entreprises. Si on veut se retrouver dans la moyenne européenne, par exemple, des impôts de production, ce n'est pas 20 milliards d'euros qu'il faut faire de baisse des impôts de production. Il faut monter quasiment à 40 milliards d'euros. Donc, vous voyez un petit peu les efforts qu'il nous reste à faire. Sur le coût du travail, il y a effectivement aujourd'hui un effort substantiel qui a été fait pour les bas salaires autour du SMIC, où là, bien évidemment, il y a beaucoup d'exonérations de charges. Mais la courbe jusqu'à 1,6 SMIC augmente, enfin, la courbe de baisse des charges augmente très vite. C'est-à-dire que d'un seul coup, le salaire se retrouve très vite chargé. Et aujourd'hui, on observe qu'il y a un véritable décrochage au-delà de 1,6 SMIC dans les entreprises françaises par rapport à nos concurrents européens. Et bien évidemment, l'Allemagne en premier lieu. Ça veut dire quoi tout cela? Ça veut dire que ce que la CPME va demander dans ses propositions pour les présidentielles, tant sur le coût du travail que sur la pression fiscale des entreprises, c'est à terme se retrouver dans la moyenne européenne, que ce soit sur les impôts comme sur le coût du travail. Et donc, il faudra redessiner la courbe des exonérations de charges pour l'ensemble des entreprises pour éviter d'une part cette trappe à bas salaire, il faut bien le dire, et puis d'autre part, de faire en sorte de rester compétitif si on veut, bien évidemment, avoir une économie et des entreprises qui montent en gamme. Alors, pour le mental des entreprises comme des collaborateurs, on a créé des choses comme la prime Macron. Vous pensez que ça peut perdurer et c'est une des solutions miracle? Alors, cher Laurent, regardez un petit peu comment nous avons été contaminés. Parce que cette histoire de prime Macron, mais c'est la plus belle récupération marketing d'une prime qui est versée par les patrons. Emmanuel Macron nous fait cadeau des charges, mais la prime, elle est bien versée par l'employeur. Faut-il encore faire des résultats pour l'offrir? Voilà, cette prime patron est très appréciée. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est simple, elle est directe, et puis ce que l'on donne en brut, eh bien, on le reçoit en net. Donc, les salariés apprécient et les employeurs aussi apprécient. Nous demandons à ce que cette prime patron, qui est en fait techniquement la prime PEPA, eh bien, soit sanctuarisée et qu'on puisse la verser dans les PME d'une façon récurrente tous les ans, sans que ce soit, vous savez, ce qu'on appelle une prime d'usage. C'est-à-dire qu'on veut avoir la possibilité, il y a des années où ça va bien dans les entreprises, et là on verse des primes. Et puis il y a des années où ça va moins bien. Et donc, si on peut éviter dans les années où ça va moins bien de ne pas pouvoir verser la prime, il faut que ça colle à la réalité économique de l'entreprise. Et là, on a encore des pas à franchir, j'imagine. Ah, là, il y a un énorme pas à franchir. Mais écoutez, on est tous raccrochés au principe de réalité. C'est ce qui fait en sorte ce qu'on appelle à la CPME la culture PME. Eh bien, il faut que la culture PME imprime toutes les strates de l'État. On va faire rebondir Pascal Ray à travers tous ses propos, PGE, inflation et puis prime. Pour moi, je suis exactement dans le même schéma que le président et puis que mon confrère et ami de la CPME 73, le président. Nous, simplement, on est une petite variante. On a une frontière à côté. Sur les variantes en ce moment. C'est vrai. Mais une variante du côté de la Suisse. C'est une vraie problématique pour nous. Alors, comme je dis toujours, c'est une richesse et une contrainte. La richesse,
un pouvoir d'achat pour ceux qui travaillent de l'autre côté de la frontière. C'est vrai qu'ils nous apportent pour nos entreprises du business à quelque part. Et la contrepartie malheureuse, c'est qu'on voit défiler nos collaborateurs que l'on forme chez nous vont en Suisse. Et tout est fait pour eux. Aujourd'hui, il y a le télétravail. Et le télétravail, on en discutait encore tout à l'heure avec un patron. Il m'a dit, la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas 2 jours de travail, ni 3, ça peut être 4, voire 5 jours de travail. Réglementairement, c'est vrai qu'on n'y est pas. Cependant, c'est un beau confort pour les personnes qui viennent travailler. Plus de contraintes, plus besoin de passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures sur les routes en problématique. Le salaire est là, économie d'échelle, donc pourquoi s'en priver? Et prochainement, il va y avoir des retraités en Suisse et ils vont revenir chez nous pour prendre et se servir de notre manœuvre qu'on aura confortablement bien formée. Et là, je m'adresse aussi au président de la CPME nationale. Je sais qu'on est plus dans l'international. Cependant, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir un dédit à quelque part de formation. Nous, on veut bien laisser partir les personnels que nous avons formés. Simplement, il faudrait que les patrons suisses puissent nous redonner une partie pour le juste équilibre. Ah, c'est un vrai bras de fer, là. Patrick. Il le redonne dans les accords salariaux de 1973, c'est 300 millions d'euros par an qui donnent au département, et le département reverse per capita à chaque commune. Il n'y a que 2 communes en Haute-Savoie, donc il n'y a pas un travailleur qui va en Suisse, et l'ensemble des travailleurs haut-savoyards qui vont en Suisse, c'est 85 000 personnes par an. Donc ces 300 millions d'euros, ça serait bien que le département, je ne vais pas en poser l'intention, je ne vais pas me mettre en conflit avec personne, mais il ne faut pas oublier de tout dire. Et 300 millions d'euros, ça serait bien que ça retombe un peu dans l'escarcelle des entreprises. Oui, mais par rapport à ceux qui donnent la manœuvre chez nos amis suisses. Puisque cet argent-là, nous ne le voyons pas. François, un vrai débat, vous pouvez faire l'arbitre, s'il vous plaît. Ouais. Alors c'est bien, je ne savais pas qu'il y avait un débat 73-74, mais écoutez, le débat, il n'est pas là. Il se place au niveau de la répartition de ce qu'on appelle les accords salariaux de 73. Donc c'est quand même 300 millions d'euros, donc ça s'arrête au niveau des communes. Donc les communes vont nous dire oui, mais on fait des logements, des investissements, etc. Ça pourrait peut-être, à cet égard, porter un peu plus sur les entreprises. On est bien d'accord. Voilà un sujet que vous pouvez soulever au niveau national, François. Bien sûr, mais alors au-delà de la problématique évidemment des frontières entre Savoie et la Suisse, je comprends bien. Ce qui concerne le sujet du délit formation, c'est une proposition que nous avons portée, que nous portons à la CPME. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien aujourd'hui que d'abord on a perdu les fonds mutualisés pour les PME. Et donc, lorsqu'on veut former nos collaborateurs, eh bien, souvent, l'entreprise, la PME, n'a pas les moyens du retour sur investissement. C'est-à-dire qu'elle paye la formation et elle n'est pas, entre guillemets, indemnisée pour cela. Et elle cotise pour cela. Donc, il faut bien le dire. Donc, si on est prêt à faire l'effort pour certains de nos collaborateurs, et ça, on n'hésite pas une seule seconde, si le collaborateur, après une certaine laps de temps, quitte l'entreprise en disant « c'est bon, on a financé ma formation, salut patron », nous trouverions les choses tout à fait normales, eh bien, que le collaborateur, au moins, rembourse tout ou partie de la formation dont il a bénéficié. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Oui, il y a un projet de loi aujourd'hui, je dis bien c'est un projet de loi, mais qui quand même est intéressant, porté par le député Patrick Mignola, où les personnes qui arrivent en fin de carrière et où physiquement elles ne peuvent plus réaliser leurs tâches, au mieux de les licencier professionnellement, ce qui coûte cher à tout le monde, d'avoir un quota financier ou une défiscalisation, de récupérer du temps et de pouvoir enseigner tout ce savoir-faire. Quand vous avez quelqu'un au sein de votre entreprise qui a 30-40 ans d'expérience ces dernières années, il faut savoir transmettre
le savoir. Et malheureusement, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent. Et je pense que ça serait opportun d'y réfléchir un petit peu. Il faut prendre du recul par rapport à ces situations d'urgence qu'on vit depuis déjà 18 mois, parce que ça s'est accéléré avec ce phénomène Covid, si vous me permettez l'expression. Moi, j'aimerais justement qu'on revienne sur cette pénurie de l'emploi, le marché de l'emploi. Il y a les collaborateurs qu'on doit faire évoluer pour les garder, pour faire grandir l'entreprise aussi. Et puis, il y a les collaborateurs que l'on recherche pour maintenir l'activité. On parlait des entreprises qui ont du mal et qui sont faillites, on y reviendra tout à l'heure. Mais il y a celles qui ont besoin de bosser et de répondre dans l'urgence aux besoins des clients. Alors là, comment répondre efficacement à ce besoin de compétences dont nous avons cruellement besoin? Alors d'abord, pourquoi on en est arrivé là? C'est multifactoriel. D'abord, on vit plus dans notre pays un échec d'orientation que des échecs scolaires. C'est-à-dire qu'on a formé depuis des années, même des décennies, un nombre très important de jeunes Français dans des filières qui ne recrutent pas. Et là où il y a du recrutement, eh bien, on n'a pas formé assez, on n'a pas orienté en formation assez de jeunes. Donc il y a déjà un problème sur la formation initiale. Ensuite, concernant les demandeurs d'emploi, on sait former massivement les demandeurs d'emploi, mais dans des formations parfois tardives pour eux, entre le moment où ils perdent leur boulot et le moment où ils rentrent en formation. Donc finalement, on les sort du marché de l'emploi pendant trop longtemps. Et puis les formations massives, eh bien, n'ont pas un très bon accueil, une très bonne image auprès des employeurs. Je dirais même qu'ils doutent de la qualité de la formation. Et puis, le troisième facteur, c'est que bien évidemment, il y a trop d'échappatoires au travail. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, comment répondre à ces trois difficultés? D'abord, l'échappatoire au travail, il faut faire en sorte que le travail paye plus que le non-travail. Et là, bien évidemment, la réforme de l'assurance chômage est essentielle. On avait un système qui était pervers, où entre deux contrats courts, on pouvait rester chez soi, on n'avait aucune perte de pouvoir d'achat, donc rien ne nous pousse, et rien ne pousse finalement à raccrocher le travail. Donc ça, oui, effectivement, c'est peut-être pas politiquement correct ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la réalité. Deuxièmement, sur la formation des demandeurs d'emploi, eh bien, on est dans une situation complètement absurde où lorsque vous perdez votre emploi, vous allez voir Pôle emploi, et là, généralement, votre conseiller Pôle emploi, le pauvre, il ne peut pas tout faire, il doit s'occuper de l'accompagnement social et en même temps le trouver du travail. Et bien évidemment, l'accompagnement social, puisque c'est l'urgence, prend le pas sur raccrocher au monde du travail. Et là, généralement, on perd beaucoup de temps, c'est ce que je vous expliquais en préambule, entre le moment où on perd son emploi, le moment où d'un seul coup on se dit tiens, j'aimerais bien me reformer à autre chose, etc. Et puis le jour où vous avez la formation, eh bien, elle s'est écoulée déjà plusieurs mois. Vous êtes formé pendant plusieurs mois, puis le jour où vous vous réveillez pour aller sur le marché de l'emploi, eh bien, vous êtes chômeur, quasiment de longue durée. Voilà, c'est absurde. Il faut que le meilleur système assurantiel, c'est celui qui indemnise correctement celui qui a un accident de parcours professionnel, mais qui, d'une façon tout aussi efficace, le raccroche le plus rapidement possible au marché du travail. Donc là, on a bien évidemment beaucoup de choses à faire et je pense qu'il faudrait réformer Pôle emploi et raccrocher Pôle emploi au territoire et pourquoi pas régionaliser tout ça. Et puis, concernant l'orientation. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un partenaire incontournable, il y a même deux partenaires incontournables. Il y a les familles et il y a l'éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'un jeune qui arrive par exemple en fin de terminale, s'il a un peu de potentiel et qu'il veut prendre une filière professionnelle, il risque d'avoir deux écueils. Il va avoir d'abord un écueil, celui du corps professoral, qui va lui dire plus ou moins explicitement « tu mérites mieux que ça ». Et puis il risque d'avoir un deuxième écueil, c'est celui des parents, de la famille, qui risque de se dire « mon fils ou ma fille risque d'être smicard toute sa vie ». Les deux interrogations sont des réalités, mais leurs réponses sont complètement fausses. Parce qu'il y a plein d'avenir dans les filières professionnelles. On le sait bien dans nos entreprises. Et l'ascenseur social fonctionne toujours. Mais nous devons trouver les moyens de répondre à ces deux écueils. Et pour répondre à cette angoisse qui est celle des parents lorsqu'il s'agit de choisir Parcoursup, et de l'autre côté, vous avez les PME qui disent « mais j'angoisse de ne pas trouver les compétences dont j'ai besoin ». C'est absurde. Pour répondre à ces angoisses, nous pensons que déjà, quand on choisit une filière professionnelle,
que toute la partie académique ne s'effondre pas. Je choisis d'aller en CAP, eh bien mon niveau en maths, mon niveau en physique, mon niveau en langue étrangère, eh bien reste le même et je continue à être formé dans les matières académiques pour que, quel que soit mon choix, eh bien demain, si je choisis de raccrocher la filière académique, ça ne soit plus un sujet. Il y a un modèle qui existe. Vous citiez tout à l'heure la Suisse. Eh bien en Suisse, on peut commencer un apprentissage, vous le savez très bien, de plombier et finir médecin. Eh bien, il faut qu'en France, soit ça exactement la même chose. Voilà, c'est ce que nous demandons. Et puis, dans le parcours de formation, il faut arrêter, là aussi, je ne vais pas du tout être politiquement correct, mais la faillite de l'exigence. On ment à des générations entières de jeunes en leur donnant des diplômes qui ne reflètent pas leur vrai niveau. Il faut en finir avec cela, parce que bien souvent, le premier endroit d'exigence qu'ils rencontrent, c'est l'entreprise. Et là, d'un seul coup, c'est violent pour les jeunes. Et ce n'est pas de leur faute. Il faut tous se ressaisir. Il y a un peu un conditionnement derrière tout ça, Pascal, quand même, de la part des médias, de la part du marketing, etc. Sur j'ai envie de faire ce métier-là, pas un autre. Il y a des modes aussi. Oui, il y a des modes. Enfin, moi, j'ai commencé en apprentissage. Et c'est pareil, il y a 30 ans en arrière, les gens me regardaient en disant « Ah, t'as loupé ta vie. » Ça a commencé comme ça. Ça a commencé plutôt bien. Ça ne marchera jamais. Bien évidemment. Mais c'est vrai que, justement, on apprend tout un tas de choses. Quand on est en apprentissage, on est dans une entreprise et jeune, on apprend ce travail à faire pour gagner financièrement ses gains. Et c'est vrai que ça a toujours été, et que ça soit pour le bâtiment, je pense que on est un peu dans la même chose. On nous regardait un petit peu de travers en disant... Lui, c'est un petit, il resterait là où il en est. Mais on peut grandir. On peut grandir, pourquoi? Mais c'est à force de vouloir, à force de travail. Alors on peut arriver à monter ce que l'état d'esprit aussi, faut-il l'avoir? Faut-il que l'éducation le donne aussi? Oui, mais c'est une question les aussi, parents. Oui, mais c'est une question aussi personnelle de pouvoir se dire, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et François a tout à fait raison de le souligner à quelque part. C'est de se dire qu'à un moment donné, si on souhaite changer d'engagement professionnel, qu'on puisse le faire et qu'on ne puisse pas être jugé sur ce qui a été fait. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu douloureux quand les gens disent « Toi, tu es dans les métiers de bouche, tu n'iras pas plus loin, tant pis pour toi ». Ça ne m'a pas empêché aujourd'hui de pousser les choses. Et dans le bâtiment, on est un peu dans les mêmes réflexes. Alors, Patrick, vous parliez des référents d'une entreprise qui ont 30 ans de culture, etc., et qui s'en vont, et on a du mal des fois à garder ce patrimoine moral et mental de l'entreprise. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent changer de métier. On ne s'improvise pas en 3 mois de formation dans l'informatique pour votre part ou dans le BTP pour la vôtre. Alors, pour changer de métier, il faut déjà en avoir un. Déjà. On est bien. Voilà. Parce que, là, on est encore plus loin dans le débat. Il y en a pour 2 heures. Patrick a raison de le souligner, oui. Alors, je voudrais revenir quand même dans ce qu'il a dit, sans être redondant, pour compléter, effectivement. Il y a 10 jours, les WorldSkills à Lyon. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? C'est la finale nationale de l'apprentissage professionnel à Lyon. Il n'y a rien eu dans les médias. Les WorldSkills, il va y avoir la finale à Lyon mondiale en 2024. J'espère qu'il y aura 2 lignes dans un des journaux. On vous prête une caméra, si vous voulez. On fera ensemble. Non, mais voilà, ça témoigne tout à fait l'image de marque, la notoriété, etc. Et j'étais présent. Il y a eu des chefs-d'œuvre de fait, en menuiserie, en maçonnerie, etc. Et là, c'est quand même dommage que, oui, je ne devrais pas le dire, mais sur les 11 CFA de la région Rhône-Alpes, il n'y en avait que 2 présents. C'est terrible, c'est terrible. Donc, pour revenir sur nos métiers, comme disait le président François Asselin, c'est très vaste comme sujet. Il faudra revenir en 2e semaine, parce qu'on ne pourra pas faire on n'en aura pas le temps. Mais je pense, oui, par ordre, les nombreuses réunions qu'on a faites depuis le mois de mai 2020 avec des comités économiques sociales, c'est un comité de crise qui ne dit pas son nom, sous l'autorité du préfet, du conseil départemental, avec l'ensemble des élus. Là, je me suis aperçu qu'il nous fallait encore beaucoup de pédagogie, de communication pour faire comprendre à notre extérieur nos métiers. On ne comprend pas ce qu'on fait, on ne connaît pas nos métiers. Ça c'est extrêmement incroyable.
quand on parle de l'artisanat, effectivement, on en a encore aux travaux manuels, etc., alors que la pénibilité a fortement changé. Moi, je suis désolé, personne n'est parfait, je suis électricien de métier. Alors d'abord, au départ, c'était un concours de maths, ils en prenaient 11. Je devais être le 11e, sûrement, il n'y a pas de souci. Mais c'était quand même un concours de maths. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde peut faire électricien. Et quand vous avez... On parle de la formation continue. Bien sûr qu'il faut de la formation continue tout au long du cursus scolaire. Mais si vous voulez élever l'entreprise, élever le niveau, élever la carrière professionnelle, ce qui témoigne par une élévation de salaire, il faut d'abord que les personnes aient leurs fondamentaux. Quand vous avez des gens qui ne savent pas lire et écrire, qu'est-ce que vous voulez leur parler de tangente, de cotangente, de cosinus phi en électricité? Ça, c'est compliqué. Il y a tout Et là, vous remettez en doute l'éducation ou vous remettez en doute quoi? Je remets en doute tout un système qui a baissé les bras depuis 30-40 ans. Il n'y a plus de sélection, il n'y a plus rien. Mais ce que je rebondis sur ce que disait François Asselin, et ce n'est pas de l'humour. Mais les gens, chez nous, quelquefois, dans les entretiens d'embauche, ils pensent, à juste titre, qu'ils sont électriciens, parce que tout le monde a le bac pro, parce qu'on leur a toujours dit qu'il n'y a plus de redoublement, il n'y a plus de sélection. Et au bout d'un moment, et c'est exactement ça, c'est très violent de leur dire, mais attendez, vous n'êtes pas du tout électricien. Mais les gens, ils tombent de la chaise, ce qui est un peu normal. Il y a quand même toute une culture, je pense, de la société, effectivement, de la famille, de l'enseignement. Aujourd'hui, entre un CFA et l'éducation nationale, il y a encore des cloisons plus étanches qu'un béton armé, hein, je suis désolé. Entre toutes ces corporations, il faut peut-être créer des connexions. Je vois pour les jeunes, par exemple, les missions locales qui cherchent à mettre en contact les écoles, les CFA, etc. Est-ce que c'est un peu ça la solution? Parce qu'on ne va pas y arriver en 15 jours, François. Ah non, non. Vous le soulignez très bien, Laurent, c'est-à-dire que la solution, elle ne se passera pas en 15 jours. Vous savez, on a mis plusieurs années, voire parfois plusieurs décennies, petit à petit, à baisser notre niveau d'exigence. Si on voit le résultat aujourd'hui, on peut tous le regretter. Donc il faudra là encore beaucoup d'années, peut-être une génération, avant de retrouver ce que nous appelons tous, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que les mondes ne s'ignorent plus, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils apprennent à se connaître. On a des mondes complètement étanches, et ça c'est dramatique. Et pourtant, vous savez, dans chacun de ces mondes, il y a plein de personnes de bonne volonté qui ne demandent qu'une chose, c'est à travailler ensemble. Donc on a effectivement quelque chose à faire au niveau des territoires, pas qu'au niveau national, mais pour faire en sorte qu'on arrête d'avoir une gestion, on va dire, administrée de la formation, mais qu'on retrouve un petit peu du bon sens paysan, du bon sens territorial. Et derrière ça, il manque aussi peut-être un petit peu de séduction, parce que là, on parle comme des patrons, nous sommes des patrons les uns les autres, mais comment attirer l'attention de ces jeunes et de ces salariés? Je le disais, Patrick, et WorldSkills, magnifique vitrine. Et pourquoi il n'y a pas de communication dans ce genre de vitrine? Pourtant, écoutez, les médias, ils savent être là quand il le faut. Je vais répondre. Il va répondre, Patrick. Allez, répondez, Patrick. Oui, donc je pense qu'il y a l'attractivité de nos métiers. Alors, il faut d'abord qu'on balaye effectivement devant nos portes. La relation au travail, aujourd'hui, a complètement changé. Nous, patrons, si vous voulez, je vais exploiter un mot que je n'emploie jamais, mais responsables d'entreprise, la sémantique est beaucoup plus belle. Donc, on sait vendre les produits que l'on fabrique, que l'on transforme ou qu'on installe sur nos chantiers. Mais on ne sait pas forcément vendre notre entreprise. Et aujourd'hui, la relation a tellement changé qu'il est impérieux de vendre nos entreprises. Il y a le salaire, bien entendu, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que le salaire. Il y a les conditions de travail, l'attractivité, le nombre de jours de congé, etc. Le CE, lorsqu'il existe. Et tout ça, ça fait l'attractivité de nos métiers. Je discutais aussi avec j'échange souvent avec les élus. J'étais à l'inauguration d'un chantier que je ne citerai pas par charité chrétienne, mais si vous voulez, là on a eu une congratulation d'élus, etc., qui se remercient entre eux de cette donnée des subventions, etc. C'est un chantier qui a duré 2 ans, qui a travaillé 7 jours sur 7, en site occupé, je dirais jour et nuit. Et là, en aucun moment, on a cité les entreprises.
Alors, ce n'est pas un procès d'intention, certainement pas. Mais il y a 20 ans, on les citait. Aujourd'hui, non, on s'arrête à l'architecte qui, lui, est venu pose la première pierre et à la réception du chantier, où quelquefois, on n'a même pas vu du tout. Ça crée quelques frustrations, on est bien d'accord. Non, mais c'est important de revaloriser l'entreprise, de revaloriser l'attractivité de nos métiers. Et rappelez aussi ce que sont les métiers. Quand vous dites tout le monde pense être électricien, quelque part, il manque peut-être des guides ou de l'information, du e-learning. Enfin, on peut utiliser tous les termes barbares ou joyeux du moment. Et là, je pense que des corporations comme la CPME ont vraiment une mission. Et d'ailleurs, la représentativité patronale, en juillet 2021, elle a été marquée, puisque vous êtes la première sur le plan national, François. Avec la CPME. D'abord, c'est une grande satisfaction que je vous dois, à vous, que je dois à Patrick, que je dois à Pascal, à tous ceux qui, au niveau d'abord de leur territoire, Laurent, qui a font en sorte d'avoir une CPME dynamique. Et parce qu'effectivement, nous sommes en 5 ans passés de 145 000 adhérents à plus de 243 000. Ça représente un peu plus de 4 millions de salariés. Nous sommes donc aujourd'hui la première organisation interprofessionnelle de notre pays. C'est une grande satisfaction. Lorsqu'on regarde et qu'on descend un petit peu plus dans le détail, eh bien, nous sommes toujours la première organisation en nombre d'adhérents employeurs, à savoir ceux qui ont des salariés, et tous secteurs confondus. Donc, je le dois bien évidemment à vous tous, ceux qui s'engagent, et merci pour votre engagement. Et puis, ça nous oblige quelque part. C'est-à-dire que c'est bien beau d'être le premier de la classe, mais qu'est-ce qu'on fait de cette première place? Eh bien, c'est pas compliqué. Ce qui fait que nous sommes arrivés là, c'est que tout simplement, on n'oublie pas 2 choses qu'on ne sépare jamais: l'entreprise, la personne morale, et le chef d'entreprise, la personne physique. Moi, je ne connais pas d'entreprise sans chef. Donc, il faut prendre soin du chef comme il faut prendre soin du bien commun qu'est l'entreprise. Et je pense que dans ce domaine-là, eh bien, la CPME a plutôt une belle expertise et ça se retrouve dans les actions qu'elle mène, que ce soit au niveau national comme au niveau de ses territoires. Voilà, n'oublions pas les deux. Quand on touche à l'équilibre de l'un, l'entreprise, eh bien, parfois, on ébranle l'équilibre de l'autre, le chef d'entreprise. Et on a bien vu d'ailleurs, dans cette pandémie, qu'il y a une catégorie de Français qu'on ne savait pas comment protéger. C'était les chefs d'entreprise eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre d'entre eux n'a pas de fiche de salaire. Son statut, c'est celui d'indépendant. Voilà. Eh bien, ces femmes et ces hommes courage qui ont cette magnifique capacité de prendre des risques en se mettant à leur compte, en reprenant une entreprise, eh bien, ils sont essentiels, ils sont incontournables pour notre pays. C'est une colonne vertébrale sur laquelle tous les politiques devraient s'appuyer. On a absolument besoin d'eux. Lorsqu'on parle d'enjeux économiques, lorsqu'on se rend compte que 99% du tissu, du secteur marchand de notre pays, ce sont des PME, ce sont des TPE, mais la victoire économique de la France, elle ne peut se faire que sans la victoire économique des PME, des TPE et de leurs chefs d'entreprise. Ça, il faut bien comprendre. C'est pour ça que la culture PME est si précieuse à notre pays. Je lisais un article cette semaine, pas plus tard qu'hier, dans l'Opinion, quotidien national, qui faisait un article très intéressant sur le fait que la Chine investit massivement dans les PME pour gagner la bataille internationale de l'industrie et de la créativité. Rendez-vous compte, la Chine qui prend soin de ses PME, eh bien, que la France s'en inspire. En fait, on parle d'agilité, quelque part. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, je n'ai rien contre les grandes entreprises. Ce sont nos champions du monde, les grandes boîtes. On en a besoin. Et puis, bien souvent, ce sont aussi nos propres clients. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on parle de patron, avec souvent le qualificatif pas très positif, mais il faut quand même se rendre compte que 99% de ces patrons, ce sont des gens qui ont mis leur tripes dans leur boîte. Et ils conjuguent le verbe risquer à tous les temps, à tous les moments. Et on ne peut pas d'un côté, on va dire, applaudir ces chefs d'entreprise patrimoniaux et en même temps à côté de leur couper les pattes
en sanctionnant la prise de risque, avec un environnement qui n'est pas toujours favorable à cette prise de risque. Quand on voit par exemple que dans un entrepreneur, malheureusement, je ne voudrais pas on va dire, vous casser le moral, mais quand vous vous mettez à votre compte et que vous avez des salariés, vous avez potentiellement plus de 60 incriminations pénales spécifiques qui peuvent vous tomber sur le coin de la figure. Si vous ne faites pas votre déclaration d'intérêt en temps et en heure, potentiellement, c'est 6 mois de prison avec sursis. Mais vous vous rendez compte un petit peu comment on peut complètement se tromper d'objectif. Vous avez beaucoup de PME, mais qui sont extrêmement, on va dire, vertueuses dans le domaine de la transition écologique, numérique. Hein, et pour autant, on va leur appliquer des recettes qui ne correspondent absolument pas à leur réalité alors qu'elles sont vertueuses. Et si jamais elles ne remplissent pas le bon formulaire, la bonne case au bon moment, elles peuvent être sanctionnées, y compris pénalement pour le chef d'entreprise. C'est profondément injuste. Et je me battrai, et la CPME se battra jusqu'au bout, pour faire en sorte qu'il y ait un environnement favorable à ces hommes et ces femmes courage qui prennent des risques tous les jours. François Asselin, on connaît votre détermination et merci de nous aider. C'est comme ça que chacun avance dans sa région, dans son département et dans sa boîte. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur un sujet qui est important. On en parle depuis quelques mois et là, il est arrivé. C'est la RSE. Et là, on parle des gens qui ont des boîtes, qui ont un métier. Mais là, la RSE, c'est quelque chose qui est indispensable, évidemment, mais qui va être compliqué à mettre en place dans les petites structures, les TPE, les PME. Quels conseils vous pouvez nous donner et quelles pistes vous pouvez nous apporter ? Alors d'abord, vous savez, c'est un petit peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans savoir qu'il faisait de la prose. Beaucoup de PME et de petites entreprises sont très vertueuses en matière de RSE, hein, que ce soit sur le pilier environnemental, le pilier social ou le pilier de performance économique. La grande difficulté, c'est qu'elles ne le formalisent pas et qu'elles ne savent pas le formaliser. Hein. Alors, bien évidemment, il faut engager le plus grand nombre dans une démarche RSE. Et je sais que d'ailleurs des territoires s'y engagent d'une façon volontaire. Hein. Et pour cela, il faut que la RSE soit volontaire, qu'elle ne devienne pas obligatoire. Parce que là, on tuerait la RSE. Hein. Deuxièmement, il faut que la RSE, elle soit expérimentale. Ce n'est pas un avantage acquis. Notre environnement n'arrête pas d'évoluer. Si on signe un accord RSE dans une organisation, dans une PME, il faut qu'on puisse revenir temporellement, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, sur cet accord RSE parce que notre environnement n'arrête pas d'évoluer. Et puis troisièmement, nous considérons à la CPME que la RSE doit être sectorielle. Vous avez déjà des secteurs d'activité qui font des choses tout à fait remarquables en matière de RSE. Hein. Pourquoi réinventer ce qui existe déjà, qui est bien fait dans ces filières? Je pense entre autres, bien évidemment, je connais bien le bâtiment, mais vous avez par exemple des contrats de progrès pour améliorer les conditions de travail avec l'OPPBTP dans les entreprises de bâtiment. Ça pourrait très bien être une incrémentation du pilier social qui améliore les conditions de travail parce que certaines entreprises le pratiquent déjà. Hein. N'allons pas surajouter des obligations dans des entreprises, dans des branches professionnelles qui déjà ont des actions vertueuses dans ce domaine. Voilà ce que nous préconisons à la CPME. En revanche, bien évidemment, nous ne pouvons qu'encourager les entrepreneurs à regarder ça de très près et ne pas hésiter à s'engager sur ce beau travail qui est la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Pour revenir à la CPME 73, Patrick, là, vous avez anticipé cette situation. Nous, cette année, on va engager une démarche RSE. Donc, pour compléter, il faut associer toutes les personnes dans une RSE. C'est un engagement collectif. Les anglo-saxons disent à l'égard de la RSE que c'est l'éthique de l'entreprise. L'impact pour les salariés demain de cette RSE et pour les entrepreneurs, quelques exemples. L'impact, c'est déjà, si vous voulez, vous engager toutes les parties prenantes de l'entreprise et en premier lieu vos salariés. Hein. Ils découvrent d'abord l'entreprise avec, on va dire, une autre vision. Hein, et puis, vous donnez du sens au capital. C'est-à-dire que l'entreprise, ce n'est pas simplement des recettes et des dépenses, c'est aussi l'impact qu'elle peut avoir sur son territoire. Et là, lorsque vous engagez tout votre personnel dans la compréhension de cet impact en matière environnementale, en matière économique, en matière sociale, eh bien d'un seul coup, vous avez des collaborateurs qui regardent l'entreprise et son dirigeant
une façon d'un autre regard. Et ça, c'est très important. Il y a un bénéfice direct en matière de management et en matière d'implication de l'ensemble des salariés dans la vie et dans l'avenir de leur entreprise. Un pour tous pour un, il faut dire ça. Exactement. Je voudrais rebondir sur 2 derniers sujets qui sont importants. Le temps passe, on avait dit 1 heure, on a dépassé l'heure, mais on a droit à nos petits quarts d'heure savoyards. Et aux Savoyards, vous êtes d'accord, messieurs? Il y a Marie-Laure qui me dit non, on dépasse le temps. Donc Marie-Laure qui répond à vos questions. Pardon? La raclette va refroidir. Non, vous inquiétez pas, on a le temps, surtout qu'on a la chance de vous avoir, François Asselin. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette transition numérique. C'est très important, elle est indispensable pour toute entreprise, quelle que soit l'activité. Et puis aussi, c'est la transition écologique, réunir les deux en un. Est-ce que c'est pas logique et c'est pas complémentaire finalement? Bon, alors, des transitions, on en a eu, on aura d'autres. Voilà, la grande différence, c'est que ça s'accélère, voilà, et que c'est difficile, voilà, de tout absorber, de tout digérer. Ouais, Hein. La chose sur laquelle nous, on est très attentifs, hein, c'est 2 choses, hein, par rapport à ces transitions. C'est la temporalité et la méthodologie. Je m'explique. Hein. Regardez ce qui est en train de se passer dans l'industrie automobile. Hein, où on a tous foncé, enfin tous pas nous, hein, mais sur le tout électrique, hein, sans se soucier de l'impact industriel et donc de l'impact social derrière tout ça, sans se soucier qu'en face, l'offre technologique n'est pas disponible pour des acteurs comme nous. Hein. Quand on est une entreprise dans le bâtiment et qu'il faut se déplacer, ben, si vous n'avez pas de véhicule utilitaire avec assez d'autonomie, ben, ça ne répond pas à votre besoin. Hein. Donc, la temporalité est primordiale. Hein. On ne peut pas demander aux gens de changer leur modèle économique sans se poser la question toute bête, est-ce qu'on attend de le faire dans le temps qu'on nous impose? Hein. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la méthodologie. C'est-à-dire, vous prenez l'exemple de la RSE. Si demain, on impose de la RSE à toutes les entreprises et que la méthodologie mise en place font que c'est inaccessible pour le plus grand nombre des PME, on loupe complètement l'objectif. Et résultat, le président de la République a employé un verbe que je vais employer. Vous allez emmerder toutes les entreprises, hein, et vous allez les empêcher, entre guillemets, d'y aller sereinement dans la transition. Donc, ces 2 choses-là, la temporalité et la méthodologie, sont essentielles. Et là, quand même, je dois vous avouer que j'ai une crainte. Hein, parce que quand je regarde tout ce qui découle en ce moment du Green Deal à l'Europe, quand je regarde de la part de nos parlementaires, comment ils traduisent, par exemple, aujourd'hui, la loi de l'économie circulaire ou la loi climat, eh bien, je me bats et j'essaie de leur faire comprendre que, attention, c'est pas parce que vous allez mettre des obligations que vous allez résoudre le problème des transitions. Vous risquez, au contraire, de faire sortir de la trajectoire tout un tas d'entreprises qui ne demandent que ça, d'être vertueuses sur ces transitions. Donc, attention, il faut être pragmatique, et ce que nous demandons, c'est que dans tout décret d'application, dans tout projet de loi, dans toute norme, qu'il y ait, avant la mise en application, un test PME. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de dérouler ça, on fait une étude d'impact réel sur le terrain, dans les 4 grands secteurs économiques, l'industrie, la construction, les services, l'artisanat, le commerce, et on regarde si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, qu'on ait le courage, je dirais même l'humilité, de revoir sa copie. Parce que nous ne sommes pas des empêcheurs de tourner en rond. Bien souvent, les patrons de PME sont les premiers à vouloir y aller. Et l'exemple, par exemple, de Patrick est tout à fait révélateur. On est prêt. Mais bon sang de bonsoir, faisons en sorte que si on est d'accord sur l'objectif, qu'on ne nous mette pas une méthodologie, une temporalité, eh bien, qui nous écarte de tout cela. Il faut prendre le temps d'aller vite finalement, parce que vous dites il faut de la méthodologie. Quelle serait votre méthodologie si vous aviez carte blanche aujourd'hui ? Ah, eh bien, d'abord, avant de dérouler, je ferai en sorte de voir si ça fonctionne. Hein. Vous prenez par exemple l'exemple de l'électrification de tout ce qui concerne la mobilité. Hein. C'est quand même assez incroyable qu'on engage tous les Français à acheter des voitures électriques et qu'on n'ait pas le système, entre guillemets, de recharge disponible d'une façon, on va dire, équivalente à l'évolution du parc. Enfin, je veux dire,
c'est tout bête ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est complètement fou. Si vous avez un véhicule électrique, aujourd'hui, vous vivez la guerre des bornes. Et ça n'a rien à voir avec la famille de la ministre du Travail. Hein. Et certaines ne tomberont pas au bord des autoroutes et on est un peu coincé. Mais aujourd'hui, à chaque nouvelle technologie, il y a eu ce temps d'adaptation, si je puis dire, parce qu'il ne faut pas tout anticiper, on ne peut pas tout écrire dans un livre. Il ne faut pas se tromper. C'est que aujourd'hui, les salariés qui sont en train de perdre leur boulot, parce qu'on est allé trop vite ou trop mal, c'est à eux à qui on doit des réponses. Et ce n'est pas au chef d'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous ceux qui sont pour les transitions, moi, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je ferai une petite remarque. Vous savez, aujourd'hui, une entreprise qui a une activité potentiellement polluante, si jamais elle se met en dehors de la norme, elle perd ses financements, elle perd son assureur, elle ne recrute plus. Elle est morte. Donc, on est tous d'accord. Sur l'évolution, on va dire, la transition écologique, on est tous d'accord, on y va. Mais bon sang de bonsoir, faisons en sorte que nous y allions, en permettant à chacun de franchir les étapes. L'impact, vous savez, en matière, l'impact carbone de l'Europe, je crois que c'est 8% au niveau mondial. Donc vous savez, je veux bien qu'on soit les premiers de la classe, mais attention, en voulant être les premiers de la classe, de ne pas sacrifier nos entreprises et nos salariés. Patrick Léquereau, vous voulez rebondir? Oui, mais là encore, il me faudra du temps. C'est comme la transition énergétique. Je crois que toute transition, la transition industrielle, la révolution industrielle du 19e siècle, ça a pris 30 ans. La transition énergétique telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est vertueux, bien entendu, ça mettra 10 à 15 ans. Alors tout est temps et tout est fiscal. Je vous rappelle que les premières voitures électriques qui sont sorties, fin du 19e, elles étaient électriques. J'ai démarré, je n'ose pas le dire, je vais me prendre pour un dinosaure, en 1974, on était tout à l'essence. Ensuite, la fiscalité a fait qu'on a passé, c'est un accord Pompidou-Peugeot, on est passé tout au gazelle. Et 40 ans après, on nous fait le procès en disant mais pourquoi les Français roulent au gazelle. Donc aujourd'hui, on n'est pas contre cette transition énergétique, on n'est pas contre de passer toutes les voitures en électrique. Il y a des fonctionnements domicile, trajet, domicile, entreprise qui fonctionnent très bien. Mais regardez l'EDF, l'été, ils nous disent déjà, mettez pas la clim, on n'arrive pas à produire. L'hiver, chauffez pas trop parce qu'on n'arrive pas à produire. Demain, tout est électrique, il faut 2 centrales nucléaires, il faut des millions de bornes rechargeables. Donc, il faut du temps. Autant, je vais prendre 2 ou 3 exemples. Le GNR, le gasoil non routier. On va taxer les entreprises de TP. Fortement, ça va faire un impact de 4 à 5% sur leur bilan, alors que la marge sectorielle, elle est de 3%, pour les inciter à acheter des Caterpillar, un D8 ou un D10, etc., en bioénergie, c'est du matériel qui n'existe pas. C'est compliqué, avec toute la bonne volonté qu'on veut avoir, d'acheter du matériel qui n'existe pas. Les ZFE 2026, vous croyez que le citoyen lambda, l'artisan, le commerçant, à Lyon, à Chambéry, dont le territoire n'est encore pas défini, Annecy, dont le territoire n'est encore pas défini, aura le pouvoir d'achat pour acheter du matériel électrique, un véhicule, un fourgon aujourd'hui diesel qui vaut 15 000 €, un fourgon électrique, le même, et il coûte 50 000. C'est pareil dans les autocars. Bien etc. sûr. Les autocars, l'hydrogène, c'est 3 fois ou 4 fois plus cher. Voilà. On parlait, Alors, il y a des choses extrêmement positives. La RE 2020, par exemple, elle tient compte du bilan carbone depuis la fabrication des matériaux, la construction et la déconstruction. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce bilan de carbone complet. Si aujourd'hui, on prend la voiture électrique, il faut comprendre que pour avoir l'équivalent carbone en voiture diesel, il faut que ta voiture électrique elle fasse déjà 30 000 km pour avoir l'équivalence en diesel. Je vous sens remonter, Patrick, sur le sujet. Un peu électrique. C'est surtout votre côté sanguin. Moi, je voudrais rebondir avec Pascal Rey, parce qu'on parle de la transition énergétique. Elle est un petit peu obligatoire pour la survie de l'humanité, sans aller trop loin dans l'histoire. Et surtout, par rapport aussi à l'image, ne serait-ce que notre région. On est quand même entre montagne et lac, en Savoie et en Haute-Savoie. Et aujourd'hui, le tourisme qui nous fait vivre, aussi bien en Savoie qu'en Haute-Savoie, est très attaché à cette transition écologique. Donc, elle coûte cher, on est obligé d'y passer.
Alors, bien évidemment, on est obligé d'y passer. Moi, je vais un petit peu plus rebondir sur cette partie d'adaptabilité, de tranquillité pour les entreprises. Comme le disait le président Asselin, il faut toujours aller vite, plus loin, plus vite. Mais en entreprise, la problématique, il est difficile de tout allier. Déjà, sur la partie, donc, on va dire, la partie de production au niveau des logiciels, beaucoup d'entreprises font le pas. Mais on a besoin de prendre le temps de faire les choses correctement. Tout ce qui est développement spécifique pour les entreprises, tout ce qui est plan de trésorerie, puisque c'est un ensemble, hein, quand on parle de numérisation et d'écologie, ça va ensemble. Moi, j'ai le cas d'un de nos clients qui est dans le transport, qui s'est équipé de logiciels pour pouvoir voir ses camions et pour pouvoir gérer ses quantités du fil, point par point, de pouvoir aller visiter un client, il met 500 kilos d'un côté, il peut en reprendre 1000 de l'autre. Le gros intérêt, c'est qu'il évite de faire de la route, au lieu de faire des interactions comme ça se faisait à l'époque. Donc la partie logicielle est importante dans les entreprises, mais c'est pareil, il faut laisser le temps au temps. Il y a la partie site internet, bien évidemment, hein, pour pouvoir échanger sur l'ensemble. Tout part de cette gestion-là pour le principe de l'écologie aussi à quelque part. Et c'est cet ensemble de choses qui nous fera arriver à bon port, mais en toute tranquillité. Il est difficile pour toutes les entreprises de pouvoir pousser les choses à ce moment-là. François Asselin, je reviens sur la transition écologique et énergétique. Elle est nécessaire pour la population, mais avec l'inflation, avec les PGE, avec tout ce qu'on doit supporter en tant que chef d'entreprise, est-ce qu'on en aura les moyens et est-ce qu'on peut aller aussi vite que c'est nécessaire pour sauver la planète ? Et voilà, vous avez tout compris, vous avez tout résumé. Je disais, quand on a commencé notre échange, qu'il fallait être costaud. Il va continuer à falloir d'être costaud, parce que, non, il y aura des choix, bien évidemment, mais en même temps, il y a autant d'opportunités, finalement, que de menaces à travers tout ça. Il faut bien se dire les choses. C'est-à-dire qu'on voit très bien que les entreprises qui prennent d'une façon volontaire et résolue le chemin de ces transitions sortent souvent gagnantes, même systématiquement gagnantes. Alors maintenant, quand vous êtes à la tête de votre entreprise, eh bien, vous devez faire la balance entre toutes ces difficultés que vous avez en face de vous. Il faut se faire accompagner, ne pas hésiter d'ailleurs de s'appuyer sur ces organisations professionnelles qui sont là aussi pour quelque part vous accompagner et puis ne pas rester seul, partager avec d'autres chefs d'entreprise qui ont aussi ces problématiques. Mais bon, si vous savez, dans les contraintes que nous avons, il y a des contraintes qu'on accepte d'une façon assez résolue. C'est tout ce qui nous permet de passer un seuil technologique, qui nous permet d'élargir la clientèle, qui sont finalement des contraintes liées à nos propres métiers. Ça, finalement, on s'y engage d'une façon plutôt positive, même si, bien évidemment, c'est du travail en plus, et souvent à titre personnel pour le chef d'entreprise du même. Mais toutes les autres contraintes administratives, réglementaires, ça, voyez-vous, on en a finalement ras la casquette, quoi. Et c'est là où il faut, entre guillemets, bien que cette culture PME soit bien comprise par ceux qui, demain, auront en main les manettes du pays, parce que si nous sommes très volontaires pour faire évoluer nos métiers, on aimerait que notre quotidien soit un petit peu compris pour que la culture PME fasse en sorte que ça soit finalement la prise de risque qui soit accompagnée et non pas sanctionnée, que lorsque on a un contrôleur de l'État, qu'il ait aussi, avant de venir contrôler cette notion d'accompagnement du chef d'entreprise, je pense que les chefs d'entreprise, dans la période que nous traversons, ont beaucoup plus besoin d'accompagnement que de mesures coercitives supplémentaires. Alors, il y a le consommateur qui, derrière, a besoin de produits. On parle de circuits courts, on parle de produire plus en local, en régional. Est-ce que vous croyez qu'un jour, la France va pouvoir redevenir plus centralisée en termes de production industrielle? Là, on voit par exemple Mavi qui vient de relancer une usine sur Chavannes à Annecy. J'étais ce week-end, ouais. C'est formidable. Mais c'est... voilà. Est-ce que tout le monde pourra aller vers cette piste-là? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on voit bien que on est dans le fil de l'histoire. C'est-à-dire que, vous savez, il n'y a pas que la France. Au niveau international,
tous les pays parlent de relocalisation. Hein, voilà. Donc chacun maintenant regarde grosso modo à faire en sorte bien d'élargir les productions in situ plutôt que d'aller chercher à l'extérieur. Hein. Mais on est dans un monde globalisé, c'est ainsi, et la pression du prix de la compétitivité, eh bien, sera toujours plus forte parfois que la relocalisation. Hein. On le voit bien. Donc dans les secteurs dits stratégiques, comme bien sûr, tout ce qui touche la santé, par exemple. Hein. On sent bien que même si ça coûte plus cher, il est plus important d'avoir une production locale que de continuer sur des ingrédients essentiels à la production de médicaments, d'aller, par exemple, acheter en Chine ou en Inde. Hein. Mais pour tous les secteurs qui ne sont pas, entre guillemets, dits stratégiques, ça sera quand même beaucoup plus compliqué. Il faut bien se l'avouer. Regardez ce qui s'est passé au niveau de la fabrication des masques. Hein. Beaucoup d'industriels se sont lancés, y compris dans le domaine, on va dire, de l'habillement, hein, dans la production de masques. Et puis, bien, boum, badaboum, le marché s'est trouvé immédiatement inexistant quand on a pu réacheter et se réassortir dans les pays asiatiques. Vous voyez un petit peu. Donc le consommateur, il a une position un petit peu ambivalente, c'est-à-dire qu'il dit oui, je veux acheter local, mais dès qu'il y a une échappatoire qui s'appelle tout simplement le prix, oh, ben d'un seul coup, les grandes, on va dire, envolées, eh bien, elles disparaissent. Et pourtant, il y a des PME qui arrivent à percer, parce que vous parlez de masques, à Cluse, il y a une entreprise qui produit 5 millions de masques. Oui, c'est un de nos adhérents. Hein, c'est un de nos adhérents. Mais la problématique qu'ils ont rencontrée, c'est ce que disait François, c'est qu'une période donnée, il fallait tout donner. Et puis aujourd'hui, ça s'est quand même franchement ralenti. Et j'ai peur, moi, sur le devenir de l'entreprise. Je sais qu'ils ont d'autres atouts quand même. Mais on va dire qu'à quelque part, ils ne sont pas sûrs d'avoir des commandes suffisantes par la suite. Et c'est la problématique de ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Y compris les commandes publiques. C'est l'effet yo-yo, messieurs. C'est ce qui se passe depuis 18 mois. Je vais être obligé de vous quitter. Eh ben nous aussi. Une dernière question, Président. Les présidentielles 2022. Oui, c'est quoi ça, les présidentielles ça je ne sais pas, mais comment vous les voyez rapidement? Oh, bah écoutez, comme tous les Français, hein, je ne suis pas plus Madame Irma pour les présidentielles que pour l'avenir des entreprises. Ce que je peux vous dire, c'est que j'invite les entrepreneurs à être attentifs à tout ce qui peut favoriser l'entreprise et bien évidemment les entrepreneurs. Ça, c'est très important. Et puis, vous savez, une élection présidentielle, ça touche l'économie, mais ça touche plein d'autres sujets, hein, la sécurité, l'éducation, etc. Donc, chacun, et je le sais que les chefs d'entreprise sont comme ça, eh bien, regardera avec beaucoup de pragmatisme celui ou celle qui feront des propositions où les réponses ne sont pas toujours aussi simples que la complexité des problèmes. François Asselin, merci pour votre présence. Il est l'heure de se quitter. En effet, vous parliez de tartiflette, c'est l'heure hein, pour nous aussi. Voilà, c'est l'heure. Venez en Savoie ou en Haute-Savoie, comme vous voulez, vous serez bien accueillis. Hein. Et le blanc est confait. Il faut même du bon vin. Le bon, merci, meilleurs vœux et merci encore de cette disponibilité. Bonne année à tous. On va conclure avec nos deux présidents, Pascal Ray. Donc voilà, c'était un échange assez riche. On a essayé d'aborder tous les thèmes et Dieu sait qu'ils sont précieux et utiles pour chacun des entrepreneurs qui nous regardent. Oui, écoutez, vraiment très heureux déjà d'être venu ici ce soir. Et comme le disait François et le président Patrick des 73, on espère que l'année prochaine, on puisse faire nos vœux communs ensemble, en présence de François Asselin, hein, pour dynamiser. Et je dis, ce message de soutien, moi, c'est ce qui me tient quand même à cœur, ce message de soutien, ne perdons pas espoir. L'avenir, il est devant nous. On s'est construit sur ce qui s'est passé derrière, ça c'est une certitude. Mais aujourd'hui, si nous on baisse les bras, comment ça va se passer? Il faut qu'on soit force de proposition, qu'on croit en ce que l'on fait, et il faut aller au bout des choses. Il n'y a rien de pire de se laisser aller, surtout en ce moment. Donc, entre les uns, les autres, entre la CPME 73, 74 et tous les présidents, hein, aujourd'hui, il faut cette solidarité, ne restons pas seuls. Ne restons pas seuls. Et je remercie bien évidemment tous nos adhérents et les adhérents de la France entière, puisque sans eux, on ne pourrait pas les négocier au niveau du gouvernement. Donc il est impératif, dès demain, allez voir d'autres chefs d'entreprise et venez nous trouver pour qu'ils puissent adhérer. L'union fait la force. Ensemble, on ira tous plus loin. Patrick Riquero, le mot de la fin, je dirais avec vous, on lâche rien.
Non, on lâche rien. On parlait de la représentativité. La Savoie n'échappe pas à cette représentativité-là, puisqu'en 2 ans, on a doublé nos adhérents. On arrive presque à 300 adhérents. Ça nous donne une exigence de plus, une exigence d'être encore plus près de nos adhérents. Il faut savoir que lorsque vous êtes adhérent, comme à la CPME, vous ne serez jamais tout seul derrière votre bureau. C'est justement un des attraits importants. C'est de rompre l'isolement du chef d'entreprise. Et c'est la force d'un réseau départemental, régional, national. On l'a vu tout à l'heure. J'étais très heureux de partager ce moment de convivialité avec mon ami Pascal Ray et notre président national, qui est très énergique et très communicant. On en a vraiment besoin. Voilà, on espère vous avoir donné un peu de souffle, un peu de baume au cœur en ce début d'année. Et puis bon, c'est dans la tête, hein, c'est le mental qui fait que eh bien, les entreprises continueront, les entrepreneurs avec leurs salariés. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez trouvé le sujet intéressant, eh bien partagez-le, faites-le vivre sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'en 1h15, même si on a débordé d'un quart d'heure, ce fameux cadre savoyard, on a pu, j'espère, vous apporter quelques pistes et quelques visions pour demain. Merci aux équipes techniques et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci.